Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce samedi 26 mars 2016, journée mémorable. Vous savez, le 26 mars, c'est la journée qui rend hommage aux martyrs du 26 mars 1991. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour pour une autre édition de l'émission Télécrin. Et aujourd'hui, on a de belles choses au programme. Le temps de remercier Paul Vectis qui nous accompagne, et on ne sait pas de le dire, c'est beau décor, c'est beau plateau donc nous a été offert par Paul Vectis. Alors je sais que tout le monde maintenant est installé. Vous avez envie de savoir le programme de cette émission. Fousseni, bonjour. Bonjour à toi, Amadou Kodjo. La semaine ça a été? Espérons que oui. Alors, de quoi sera fait l'émission d'aujourd'hui? Tu l'as dit avec brio dans ton speech introductif. Nous célébrons aujourd'hui une journée mémorable pour le Mali. 26 mars 1991, 26 mars 2016, c'est 25 ans d'un processus dont la jeunesse malienne a été à l'avant-garde en termes d'avènement. 25 ans de haut, 25 ans de bas. Alors nous avons jugé nécessaire d'ouvrir le débat au-delà des aspects folkloriques, au-delà des aspects festifs sur ce processus, notamment à travers son implication dans le développement de notre pays, aussi le rôle que la jeunesse a joué, les défis auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui dans le cadre de ce processus et quelles peuvent être aujourd'hui les alternatives permettant aux jeunes de pouvoir jouer pleinement leur rôle dans ce processus démocratique. Donc c'est un aspect très important sur lequel nous discuterons aujourd'hui avec deux invités. Le premier, c'est M. Brema Eli Diko, qui est sociologue, chef de département sociologie au niveau de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Deuxième invité, c'est Mariette Diko, que beaucoup de gens, aussi non que tout le monde connaît, qui est une femme styliste, qui est très active dans le domaine du développement. Ce qui est important avec cette dame, je pense que c'est quelqu'un qui avait toute la carrière dans le système des Nations Unies. Elle a claqué la porte après 16 ans. Après 16 ans d'expérience, elle a décidé de se lancer uniquement dans le secteur artisanal, notamment à travers la promotion des textiles maliens, à travers la promotion de la mode, de la culture malienne. Elle est aujourd'hui l'une des plus grandes ambassadrices du Mali en France, où elle anime beaucoup d'émissions sur les chaînes de télévision, où elle porte avec brio la culture malienne dans son ensemble. Voilà deux invités pour parler déjà de cette première partie. Et en deuxième partie, nous recevrons Nana Ment que Thiam aime beaucoup et que nous adorons tous, qui viendra nous parler un peu de sa vie d'artiste. Nana Ment, c'est une ancienne choreuse de Salif Keita, qui est aujourd'hui l'une des plus belles voix de l'Afrique. Elle viendra nous parler un peu de son genre musical, de son actualité, mais aussi des perspectives en la matière. Tété Junior, comme toujours, sera là pour casser l'ambiance. Voilà très rapidement Amadou Kodjo pour le programme de cette journée. Je vais commencer d'abord par vous, Monsieur Diko. Oui. J'ai l'impression souvent que, c'est vrai, la démocratie c'est le meilleur des régimes, mais que... Meilleur, ok. Oui, mais que c'est mal compris, souvent. Oui, déjà, comme c'est le 26 mars, permettez-moi de rendre hommage à toutes les victimes du 26 mars. Bon, on est à peu près à 200 mètres de leur tombe. Et donc, ils ont perdu leur vie pour une noble cause. C'est mal compris parce que d'ailleurs, au Mali, il y a même un jargon qui dit que c'est de la niédoncratie. C'est-à-dire, c'est comme si les gens étaient emprisonnés. Et puis, tout d'un coup, ils ont accès à la liberté d'association, à la liberté de parole. Et cela a été mal compris par beaucoup de personnes, notamment les jeunes, beaucoup d'entre eux ont très peu de respect pour les aînés, pour les adultes. Et donc, finalement, ça s'est transformé en fait à un phénomène galvaudé. Donc, ce n'est pas de la démocratie en tant que telle, au sens de la participation de tous, à l'accès, en fait, à tout le monde à la place publique, à la possibilité qu'on donne aux uns aux autres de participer à la prise de décision, à la gestion des affaires. Les gens en ont fait, en fait, un autre usage. C'est-à-dire que c'est devenu un moyen pour certains d'assouvir certaines fins qui ne sont pas forcément des fins heureuses. Donc c'est comme si certains ont trouvé en fait dans la démocratie un raccourci pour se réaliser. Donc c'est ça, c'est le côté un peu négatif de la chose. Sinon en soi, la démocratie est un phénomène qui donne la possibilité aux uns aux autres de participer à la gestion des affaires publiques, de prendre part à la prise de décision, est une bonne chose qu'il faut encourager. Dire que c'est le meilleur des régimes, je serais un peu réservé là-dessus. Le meilleur des régimes si c'est compris par tous les acteurs en fait en présence. Mais ce n'est pas forcément tout à fait le cas au Mali, parce que malheureusement,
à longueur de journée, on voit tant d'incivilité, tant d'incivisme sur les routes. On a eu l'occasion de parler des cortèges ici. Quand on voit, même à l'école, les gens n'ont pas forcément le respect vis-à-vis de la chose publique. Selon certaines personnes, on a de beaux textes. On a de beaux textes, on les applique pas, on les respecte pas. Voilà, donc en fait, ça a été mal compris. Je pense que ça a été peut-être expliqué, mais il y a encore des efforts à faire pour expliquer davantage c'est quoi, comment en fait les gens doivent se comporter, quel est le rôle que chaque acteur doit jouer, quelle est la place qui revient en fait aux jeunes. Et je pense que les jeunes ne l'ont pas forcément compris. Ils ont simplement compris que oui, donc on est dans un régime qui leur donne la possibilité de s'exprimer comme ils veulent, mais il faut s'exprimer peut-être avec retenue. Ça, ils n'ont pas compris. Nous sommes dans une société en fait patriarcale où c'est généralement le chef de famille qui a le dernier mot. Il peut consulter les uns et les autres, donc la femme et les jeunes, qui sont considérés comme ce qu'on appelle les cadets sociaux. Mais avec l'avènement de la démocratie, on a vu beaucoup de jeunes s'impliquer dans la vie politique et comme ils sont élus comme maires, comme députés, ils pensent que oui, donc ça leur donne des droits de remettre en cause certaines valeurs sociétales qui sont par exemple le respect de l'autre, le respect du bien public, etc., etc. Donc des choses qu'on pourra en fait aborder davantage. Voilà, Mariétou, vous avez suivi la vidéo et M. Dicko vient de parler. Quelle est votre idée là-dessus? Parce que c'est vrai, surtout au niveau des jeunes aujourd'hui, comme il a dit, on a apparemment rien compris. Parce que vous avez l'incivisme, l'intolérance, la courtoisie. C'est des règles aujourd'hui au nom de la démocratie qu'on a foulé aux pieds. Je vous remercie, M. Amadou Kodjo, et je remercie vraiment Eli Dicko, qui est mon frère, et ce jeune que je rencontre qui parle avec brio, qui a de l'avenir, je le sens, parce que c'est un jeune, et nous fêtons aujourd'hui le 26 mars, et nous parlons de démocratie et jeunesse. Permettez-moi de m'incliner devant la mort de tous ces martyrs-là. Je me souviens que quand je travaillais pour l'UNICEF, après les événements, je sortais, je prenais ma voiture pour faire le tour de la ville, et je voyais les caniveaux pleins de sang, et je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais parce que je suis une mère. Je suis une femme, je suis une mère, et permettez-moi de m'incliner plusieurs fois sur tous ces martyrs qui sont décédés pour la démocratie, par souci d'acquérir la démocratie, pour la jeunesse d'alors, d'avant, qui sont maintenant les vieux d'aujourd'hui, qui sont les gens de notre génération, un peu plus ou un peu moins. Et permettez-moi de m'incliner devant mon fils qui est décédé le 28 mars. Il aura 7 ans à côté du bon Dieu le 28 mars. Et le 26 mars aujourd'hui me rappelle qu'il y a des enfants, des femmes, des mères comme moi qui souffrent et qui, à cette date-là, pensent que c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Je leur présente toutes mes condoléances les plus attristées. Je suis de tout cœur avec toutes les familles des défunts et surtout avec tante Aïssata Sissé, qui est ma tante, qui est ma maman, qui a perdu son enfant le 26 mars. Donc, jeunesse et démocratie pose énormément de problèmes depuis l'avènement des événements du 26 mars, parce que la jeunesse a compris depuis cette époque-là, par le comportement des aînés, ce sont les aînés qui donnent l'exemple, qui sont devenus aujourd'hui des chefs de famille. Quand la politique s'est introduite à l'école, et qu'on a mis les jeunes dans la rue pour parler de démocratie, ils n'ont pas compris que c'était un couteau à double tranchant, qu'il fallait maintenir l'éducation familiale, qu'il fallait maintenir le rôle du chef de famille et le rôle de la mère et des aînés. Comme ça l'était, comme nous, on nous l'a appris. Malheureusement, la faute n'est pas la faute des jeunes. La faute est la faute des mères, des pères, des parents, des aînés, qui ont laissé les enfants s'exprimer de la mauvaise façon en confondant éducation à la maison et démocratie politique. Démocratie à la maison et démocratie politique, droits et devoirs doivent aller ensemble. C'est ça le problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils n'ont plus eu d'exemple.
ils n'ont pas eu de repères. Les repères se sont effrités. L'école est devenue un lieu d'expression politique au lieu d'être un lieu d'éducation. La famille est devenue un lieu de laisser-aller complet où les enfants ont droit de citer. C'est vrai qu'on doit écouter les enfants. Nous, on nous a toujours écoutés, mais on nous a toujours posé des limites. Et les limites, à présent, aujourd'hui, ma mère peut me frapper. Et je lui dirais merci encore. Mais frappe un enfant. L'éducation à la française et l'éducation à la malienne se sont confondues. Pourtant, il y a en Europe des gens qui donnent des fessées encore leurs enfants. Ça ne veut pas dire battre un enfant. Donner la fessée, éduquer l'enfant, lui poser des limites et des repères ne veut pas dire que l'enfant ne doit pas s'exprimer, ne veut pas dire qu'on maltraite son propre enfant. Maltraitance, mauvaise éducation et éducation, on doit pouvoir avoir des débats sereins avec des sociologues aussi brillants que mon frère Elie, avec les éducateurs, avec les femmes, avec les chefs de famille, pour pouvoir comprendre que oui, c'est la mère qui est le socle de la famille. C'est vrai que le père est le dernier recours. Mais au jour le jour, qui est là? C'est la maman. Le père, il est dehors pour chercher la pitance du jour. Les mères aussi sont dehors, mais elles sont beaucoup plus proches des enfants. Donc je pense que les mères ont démissionné. Je pense que les mères n'ont pas su éduquer leurs enfants dans le sens de dire démocratie égale démocratie, éducation à la maison est autre chose. On va éduquer les enfants comme nous, on a été éduqués. Fousseni? Ouais, merci bien, Amadou Koyo. Je voudrais peut-être réagir sur des aspects qui ont été déjà abordés par Marietou et Diko. C'est que la démocratie repose sur un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs, dont l'état de droit, la bonne gouvernance, si on veut, des élections libres et transparentes, mais aussi la liberté d'expression. Aujourd'hui, quand on prend la liberté d'expression, il est évident que la démocratie a été une aubaine pour la jeunesse malienne qui a non seulement tendance à s'exprimer, mais à s'exprimer avec beaucoup plus d'anarchie. Donc ça, c'est une réalité qu'il convient d'encadrer. Concernant les élections, aujourd'hui, on se rend compte que les élections sont aujourd'hui, c'est le bon signe de la démocratie. Mais malheureusement, dans notre pays, on a l'impression que les jeunes sont plus utilisés comme bétail électoral ou d'escalier à des politiciens véreux qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Et là aussi, c'est un aspect très important sur lequel il convient d'appesantir les débats, notamment l'état de droit. Aujourd'hui, et Marietou l'a dit, Kamiba a Nyomoro des fleurs. Aujourd'hui, les jeunes ont un mauvais comportement, ont une mauvaise compréhension de la démocratie, parce que ceux-là qui sont censés promouvoir les valeurs de la démocratie nous ont prouvé que la démocratie, finalement, n'est qu'un accès aux prébendes de l'État. Donc c'est un aspect très important qui crée non seulement un sentiment d'impunité, mais qui pousse les jeunes à aller de manière anarchique dans toutes les initiatives qu'ils posent. Et concernant la participation citoyenne, c'est un aspect très important. Je pense que c'est sur cet aspect que la jeunesse a péché. Parce que quand on prend le processus démocratique, il y a des gens qui sont élus, qui ont la vocation de servir l'État. Mais le rôle de la jeunesse aurait pu de servir de contre-pouvoir face aux agissements, face aux initiatives posées par ces responsables. Mais malheureusement, en la matière, les jeunes ont été absents. Et aujourd'hui, le résultat, il est palpable. On a des maires, on a des élus locaux qui gèrent les localités sans pour autant tenir compte des aspirations profondes des populations, sans pour autant tenir compte des politiques censées développer ces localités-là. Et je pense qu'à ce niveau, c'est très important que la jeunesse puisse prendre conscience et jouer le rôle qui est le sien dans le développement, non seulement des politiques et programmes de développement, mais aussi concerne la reddition des comptes. Tant que la jeunesse n'impose pas à nos autorités de rendre compte, je pense qu'à ce niveau, la démocratie n'aura rien servi. Parce qu'un aspect très important, la démocratie n'a pas permis à des jeunes d'être maires, ça n'a pas permis à des jeunes d'être ministres, ça n'a pas permis à des jeunes d'être présidents. Mais par contre, ça pouvait nous permettre de suivre l'action de ces personnes que nous avons élues. Mais malheureusement, sur ce point, il y a beaucoup de gâchis. Et je pense que l'un dans l'autre, la démocratie a ses aspects positifs, mais il y a beaucoup d'aspects négatifs sur lesquels il est important qu'on puisse ouvrir le débat aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on a fait le tour de table et chacun a dit ce qu'il pensait. Maintenant, le problème, il est là. Alors, pour les jeunes, et on a dit, hein, il y a quelque chose de positif, tout à fait, mais il y a beaucoup d'aspects négatifs. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Il faut plusieurs choses. C'est-à-dire que il est important que les gens participent. Participer, c'est différent d'assister. Dans la plupart des cas, Fousseni le disait, les jeunes, en fait, ils sont utilisés par les partis politiques. Et ceux qui ne voulaient pas être utilisés... Ils se laissent utiliser aussi. Ils se laissent utiliser... Ou ils n'ont pas le choix. Alors, on a toujours le choix. On a toujours le choix, ça je le dis. C'est qu'ils sont utilisés, certains se laissent utiliser parce que bon, les gens préfèrent les raccourcis pour arriver en fait à des fins.
Ce qu'il faut. Donc ça veut dire que la base, comme Marie-Tou l'a dit, c'est la famille. Ce qu'elle dit, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que lorsque la socialisation, elle ne se fait pas correctement, lorsque le soubassement est mauvais, le bâtiment il s'effondre. Ça c'est tout à fait. Donc on en arrive là. Il y a eu une conjonction de facteurs. Il y a eu la liberté d'association. Donc on en a créé des milliers d'associations. Mais la pléthore n'est pas synonyme d'efficience. Il y a eu la liberté d'expression, comme disait, mais finalement, les gens disent n'importe quoi. Ils parlent pour dire n'importe quoi. Ce qu'il faut, moi je pense, c'est un engagement citoyen. Cela suppose que les gens vont chercher à connaître leurs devoirs et ils vont aussi réclamer leurs droits. Mais au Mali, on a tendance à réclamer des droits et on n'aime pas des devoirs. Comme disait John Fitzgerald Kennedy, avant de demander à ton pays qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, il faut demander ce que toi tu peux faire pour ton pays. Mais généralement les gens demandent, on dit à chaque fois l'État, 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 l'État. Mais qu'est-ce que toi concrètement tu fais? C'est que le problème au Mali, c'est que tous les jeunes veulent que tout change, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas changer. Donc la première des choses, c'est d'abord changer soi-même. Changer, c'est connaître, chercher à connaître déjà le Mali, son histoire, d'où on vient. Parce que lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, c'est difficile de savoir où aller. On est dans un monde mondialisé où il y a en fait une universalisation de la culture. Et des gens comme Marie-Tou arrivent à valoriser le local. Donc il ne faut pas dénigrer ce qu'on soit. Pour déjà s'accepter dans ce monde-là, il faut savoir qui tu es. Et cela suppose que tu vas donc s'engager, suppose que tu vas chercher d'où tu viens. Après, tu vas voir qu'est-ce qui est bien chez l'autre. Tu vas faire aussi la part des choses. Tout n'est pas bon chez toi. Et donc, tu vas commencer à partir. Et parler devant la masse, s'engager dans la vie politique, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il que dans les partis, il y ait des comités dans les sections qui aient en fait la formation de l'homme politique. Pour qu'ils sachent c'est quoi un parti, comment fonctionne un parti, qu'ils connaissent en fait la nation, l'histoire du Mali, etc. Qui sachent élaborer un programme. Et ensuite, qu'il y ait l'achat des cartes d'électeurs, les gens ne le font pas. C'est au moment des élections. Les gens votent pour des personnes et non pour des partis. Pour la plupart des cas, au Mali, c'est le cas. Parce que, pourquoi les partis ont failli à leur devoir de former des citoyens? Et s'il y a des comités dans les quartiers, dans les communes, et que les gens sont formés à la vie du parti, à la vie de la nation, ils vont être des citoyens consciencieux, qui vont élaborer un programme de société. Et dans ce cas-là, ils peuvent être des citoyens qui vont à la fois faire des devoirs et réclamer des droits. Il ne faut pas seulement réclamer des droits et dire oui, bon, c'est l'État qui doit faire, alors on oublie soi-même. Donc l'autre chose, c'est, je pense, de revenir aux fondamentaux. C'est que c'est le respect de l'autre, c'est le respect du bien public. Beaucoup de Maliens qui travaillent dans le public arrivent à 9h, à 10h et tout prennent tout leur temps. C'est ce qu'ils pensent que c'est la démocratie, donc je peux faire ce que je veux, c'est mes droits. Mais dans le privé, personne n'ose venir en retard, parce qu'on sait qu'il y a la sanction. Ça veut dire que dans la démocratie, il ne faut pas oublier l'aspect qu'on a oublié au Mali, c'est la punition. C'est l'impunité qui fait que on a beaucoup d'avantages aujourd'hui. Parce qu'il y a l'impunité. Les gens pensent qu'on peut tout faire. Moi, je pense que si on réveillait certains martyrs du 26 mars, ils vont pleurer. Parce qu'ils ont perdu leur vie. Pour rien. Rien, je ne dirais pas rien, parce que rien, c'est un gros mot. En tout cas, pour finalement très peu de choses. Parce que qu'est-ce qu'ils ont obtenu? C'est la liberté d'expression. C'est la vie associative. C'est finalement l'instauration d'un système où la mobilité sociale est possible. C'est-à-dire que le jeune peut finalement diriger les vieux. Mais ça, ils ont obtenu. Mais finalement, quand on regarde, ils ont combattu la mauvaise gouvernance, mais c'est elle qui se développe aujourd'hui. Ils ont combattu peut-être l'impunité, c'est ce qui est là aujourd'hui. Donc finalement, tout ce qu'ils ont combattu, c'est ce qui revient aujourd'hui. Si bien que on n'est pas très loin de l'anarchie. Parce qu'il y a dans la vie ce qu'on appelle la valeur de l'exemple. Lorsque celui qui est devant ne montre pas le bon chemin, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas se contenter de l'adage qui dit « fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais ». Non, ça ne marche pas. Lorsqu'on est dans un processus, vous l'avez dit, c'est un processus, ça veut dire que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Nous devons, dans la démocratie, comprendre qu'il n'y a pas une démocratie, mais il y a des démocraties. Les démocraties, nous, on a des réalités culturelles. Nous sommes une mosaïque, mais c'est ce qui fait la beauté des tapis, comme disait Amadou Ampateba. Donc, on doit se ressourcer pour voir dans la démocratie qu'on nous a offert, qu'est-ce qu'on peut prendre et conjuguer avec ce qu'on a hérité et finalement avoir un système démocratique qui respecte les valeurs traditionnelles qui sont bonnes à garder, qui respecte la chose publique, qui respecte les aînés,
et qui fait que chacun a finalement la possibilité de participer à la chose publique, mais que chacun aussi sait où s'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que nos libertés s'arrêtent là où commencent celles des autres. Et nous, c'est ce qu'on oublie. Donc on est dans les excès, en fait. Alors, Marietou et Elie viennent de relever certains tares. Aujourd'hui, 25 ans après, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse corriger quand même, revenir aux fondamentaux, et pour qu'on comprenne que c'est vrai, la démocratie, c'est normal, mais il y a quand même, comme il a dit, on a des limites. Tout à fait. Oui. C'est pas parce qu'on est démocrate que on peut se permettre tout. Qu'est-ce qu'il faut? Mais ce qu'il faut, c'est d'abord une formation à la base. Qui doit former? Mais les familles d'abord, parce que c'est le socle de la vie. C'est là où on est né. C'est là où on rentre tous les jours dormir et manger. C'est là-bas d'abord que commence l'éducation. C'est depuis la naissance que commence l'éducation et les bonnes habitudes, les bonnes manières, l'apprentissage des droits et des devoirs. Et après ça, il y a l'école. L'école commence très tôt maintenant. Et c'est à l'école que les étudiants... C'est à l'école encore. Mais oui, parce que les jardins d'enfants pullulent de partout. Mais en fait, les jardins d'enfants, est-ce que les États, les gouvernants essayent de voir comment ces jardins d'enfants-là fonctionnent? Est-ce qu'il y a des bases, des obligations qui sont vérifiées? Et si ce n'est pas vérifié, de fermer ces jardins d'enfants, parce que les enfants ne vont pas là-bas pour s'amuser, dormir, manger et les maltraiter, parce que ça se voit aussi. Les enfants vont là-bas pour être éduqués. C'est l'éducation de base. Et après cela, après l'école, il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'université. Et dans le cursus scolaire des enfants, de la jeunesse, il doit y avoir cette formation que nous avons reçue, la formation civique. L'éducation civique et morale. Comment, l'éducation civique et morale, comment respecter la chose publique? Quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Il faut les enseigner. Comment voulez-vous que quelqu'un, un enfant, comprenne ce qu'on ne lui a pas enseigné? Ce n'est pas possible. Après, la vie nous enseigne des choses. Ça, c'est quand on a commencé à comprendre. La vie nous éduque aussi. Mais l'éducation, c'est la maison, c'est l'État, c'est le gouvernement. Et quand on n'a pas un gouvernement solide, un État solide, où les parents même, excusez-moi, ne sont pas tellement bien éduqués, comment voulez-vous avoir des enfants bien éduqués qui peuvent comprendre que allez voter quand le père ne vote pas, quand le père vole, quand le père prend des pots de vin, des thés, du riz, du mil pendant les votes, où voulez-vous que l'enfant aille voter? Il n'a pas de conviction. Il faut élever les enfants avec des convictions. Et il faut lui expliquer, il faut laisser l'enfant s'exprimer, demander quand il ne le fait pas, il faut le lui dire. C'est ça l'éducation. C'est essayer d'écouter l'enfant, mais quand on comprend que l'enfant s'y intéresse pas, d'aller vers l'enfant et de lui parler. Est-ce que les parents ont ce temps-là aujourd'hui, sous prétexte qu'ils cherchent de l'argent pour venir nourrir la famille? Non, la démission parentale est devenue grave, gravissime. Et d'autre part, il y a la loi. La loi ne punit pas. L'impunité est devenue normale. Quoi qu'on fasse, il suffit d'aller... Le social a pris le pas sur la loi, sur les droits et devoirs. Donc, comment parler de loi au Mali? Quand on s'en va demander pardon, c'est fini, tout est terminé. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'obligation d'aller faire des corvées pour, voilà, pour que ta faute soit, puisqu'on dit de ne plus battre les enfants. Nous, à notre époque, on a été battus, ça n'a pas créé de problème, on n'est pas devenus zinzin. Mais, on dit de ne plus taper les enfants, je suis d'accord, il ne faut pas les taper. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? C'est l'éducation, c'est les limites, les punitions, il faut savoir être sévère au lieu de taper. Je suis totalement d'accord. Mais maintenant, pour le vote, pour le côté purement politique, les politiques jouent un rôle tellement important dans l'éducation des jeunes vers la démocratie, dans la démocratie, que c'est incroyable de voir les hommes politiques se conduire avec cette jeunesse-là, en leur donnant des facilités, en leur promettant des facilités, parce qu'eux-mêmes, ils sont venus là facilement. Donc, ils promettent la facilité. Donc, en fait, depuis plusieurs années, depuis le 26 mars, l'événement du 26 mars où les martyrs sont couchés et nous regardent, je suis très croyante. Je sais qu'ils nous voient, qu'ils nous entendent.
mais il faudrait que les gens comprennent qu'on va mourir tous un jour. Et pour une raison ou pour une autre. Donc, qu'ils se comportent exactement comme ce pourquoi les autres sont morts. Voilà. Qui se disent, oui, on doit se comporter de façon à sauver ce pays-là, à sauver la jeunesse qui est la postérité, qui est notre avenir, qui est le socle. Et la jeunesse doit comprendre qu'elle doit obliger les grandes personnes, les politiques, à les écouter, mais en sachant se comporter de façon digne. C'est la dignité et l'honneur qui sont foulés aux pieds au Mali. Voilà, alors on parle de solutions pour boucler la première partie de notre émission de ce samedi, le sociologue Diko. Les solutions ont été évoquées. Vous pensez que ça va aller avec ça? Disons qu'il y a toujours plusieurs solutions à un problème, puisque les causes sont nombreuses, donc les solutions seront nombreuses. Une des solutions, c'est déjà une prise de conscience, je pense, de la part des jeunes. Dans tous les cas, les jeunes sont majoritaires, quelqu'un l'a dit. Les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, c'est eux les pères de famille de demain. Qu'ils comprennent que les raccourcis dans la vie, ça finit toujours mal, et que c'est important de recevoir une bonne éducation, et c'est important d'avoir un projet de vie, et c'est important de s'engager. S'engager, c'est prendre part, en fait, à la vie d'abord de sa famille, de sa communauté, et ensuite à la vie publique. Ça veut dire que au niveau, je pense, des quartiers, il doit y avoir des associations de jeunes. Au Mali, l'avantage, c'est que tout reste à faire dans tous les domaines. On peut même avoir des associations, en fait, pour lutter contre l'insalubrité, ils peuvent jouer un rôle de veille, parce que vous savez que le Mali est un pays maintenant où il y a beaucoup d'insécurité, comme partout ailleurs maintenant, mais les gens doivent être plus vigilants, et ce sont les jeunes tels qu'on a vu à Gao qui peuvent en fait occuper ce rôle de veille, et donc de dénoncer en fait des choses qui ne vont pas, et de refuser, je pense, de prendre des paquets de cigarettes, des bonbons, des t-shirts pour se faire... voilà, en pensant pour porter quelqu'un. Oui, pour porter quelqu'un qui ne va pas défendre leurs intérêts. Et je pense qu'on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Cela veut dire que les gens doivent comprendre que si quelqu'un, vous acceptez de prendre l'argent de quelqu'un, ne soyez pas étonné que cette même personne en fait détourne les sous dont vous allez lui laisser la responsabilité de gérer, parce qu'il s'est dit, je vous ai donné, donc c'était une avance, maintenant je reprends le prêt que je vous ai donné. Donc n'acceptez jamais ça. Une personne capable d'acheter votre voix est capable en fait peut-être de pire. Donc c'est pour ça que les jeunes doivent prendre leur destin en main, au lieu de porter des gens qui ne sont pas convaincus, qui sont en fait des opportunistes pour la plupart, et qu'eux-mêmes fassent un engagement citoyen au niveau local, et que lorsque le temps arrive, qu'ils s'engagent en fait dans les partis politiques. On n'est même pas obligé de faire même de la politique. Enfin, il y a différentes manières de faire de la politique. On n'est pas obligé de se faire élire comme ministre pour faire du bien. On n'est pas obligé de se faire élire comme député, parce que les postes et les politiques, c'est comme le travail dans les ONG. Ça a une durée de vie. Or, l'engagement citoyen peut vous faire travailler sans compter sur l'État, sans compter sur qui que ce soit, et puis faire quelque chose de bien qui va rester en fait dans l'avenir. Je voudrais mettre l'accent sur un aspect très important dans ce principe démocratique. Les gens mettent plus en avant l'aspect politique. Alors qu'aujourd'hui, Diko l'a dit, c'est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à faire croire aux jeunes, sinon on arrive à les faire comprendre que la politique n'est pas le seul chemin pour réussir. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a fait de la politique un raccourci, on a fait de la politique un ascenseur pour accéder aux postes de responsabilité. Quand bien même il n'y a pas de compétences. C'est ce qui explique un peu les transhumances. Les transhumances, malgré même quand il n'y a pas de compétences. Alors moi je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on comprenne que la démocratie implique non seulement l'ouverture au monde, mais aussi un certain nombre de principes, dont le plus important reste, si vous voulez, l'ouverture idéologique. C'est très important que les jeunes puissent comprendre aujourd'hui qu'on peut participer au processus démocratique sans pour autant passer par la politique. C'est un aspect très important. Et la société civile aujourd'hui est une tribune pour ce cas. Il faut mettre l'accent sur cela. Et quand on dit que les jeunes doivent porter aux élections, les jeunes doivent être des candidats, il faut qu'on mette l'accent sur des jeunes responsables. C'est un aspect très important. Et il n'est pas forcément dit que pour participer à un processus démocratique, il faut être maire, il faut être un élu communal. Je pense que l'aspect le plus important aujourd'hui, c'est la réduction des comptes. C'est très important. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas dans des dispositions qui les permettent d'avoir accès aux postes de responsabilité. Parce que dans les partis politiques, le système est tel que les jeunes ne peuvent pas être portés à la tête. C'est un aspect très important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? C'est les alternatives en matière de contrôle de l'action publique. C'est un aspect très important. On prend le cas du Sénégal. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le mouvement Yanama. J'aime citer cet exemple, mais je pense que c'est une source d'inspiration aujourd'hui pour la jeunesse. Prenons le cas du Burkina. Prenons le cas récemment de la France avec le débat sur le droit du travail.
Vous avez vu que le gouvernement a fléchi dès lors que l'UNEF, qui est l'unité, le syndicat étudiant, s'est impliqué dans la danse. Moi, je pense que c'est de cette jeunesse responsable dont on a besoin aujourd'hui. Pas forcément une jeunesse qui participe en tant qu'acteur de développement, mais en tant qu'acteur du changement. C'est un aspect très important sur lequel il faut mettre l'accent. Voilà, on va clore ces débats, cette première partie par vous, madame. Merci, merci, honneur aux dames. Voilà, oui. Merci. Vous n'avez pas oublié le 8 mars alors. Ah oui, on est toujours au mois de mars, voilà. D'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que mon petit frère et mon fils ont dit. Mais je voudrais signaler une chose, c'est que la responsabilité de la jeunesse est tellement importante. Parce que ce que les jeunes veulent et ce qu'ils initient, les parents y adhèrent. Parce qu'on ne peut pas aimer plus autre chose que son enfant. La jeunesse a une responsabilité sûre. Et il y a plusieurs jeunesses. Il y a cette jeunesse dorée dont les parents sont en général des politiques qui sont arrivés là par beaucoup de moyens à ne pas citer. Et cette jeunesse-là qui est en formation, qui est dans les petits métiers, qui se cherche, qui ne sait pas où aller, il faut que ces deux jeunesses se portent. Il faut que les jeunes se disent qu'ils sont tous l'avenir de ce pays. Que l'on soit d'une famille éduquée, politique, riche, père de PDG, ou que l'on soit le fils de quelqu'un où on vit à 5 dans la même chambre, on est tous des jeunes. On doit s'aider, on doit s'entraider, il doit y avoir une cohésion, il doit y avoir une synergie, les jeunes doivent se porter entre eux pour que demain on puisse avoir un pays développé. Moi je pense que la jeunesse est l'avenir du développement du Mali. Le boom économique ne se fera jamais sans les jeunes. D'autre part, la culture que je défends, l'artisanat que je défends. Mais dis donc, il n'y a pas seulement la politique pour devenir quelqu'un dans la vie. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Moi, j'ai été fonctionnaire des Nations Unies, je suis commercial de formation, mais l'artisanat a toujours été le soutien pour moi de ma famille, avant que le régime Moussa ne tombe, où on était à 6 mois sans salaire, mes parents étaient à 6 mois sans salaire. C'est là où j'ai commencé à travailler dans l'artisanat. J'ai commencé à gagner ma vie doublement dans l'artisanat. C'est parce que ma mère restait 6 mois sans salaire. Et mon père qui était comptable, heureusement était à l'EDM pour arriver à gagner quelque chose. Donc la jeunesse doit prendre conscience que les filles en déperdition, ce ne sont pas les hommes qui sont l'avenir des femmes, parce que la jeunesse s'en va. Qu'est-ce qui reste? C'est les études, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on entreprend. Si on n'est pas allé loin à l'école, il faut s'investir dans l'économie de son pays par tous les moyens. Par tous les moyens, il faut gagner sa vie, mais de façon honnête, de façon propre, de façon claire. Parce que qu'est-ce qui fait l'honneur d'une femme? C'est gagner sa vie à la sueur de son front. Qu'est-ce qui fait l'honneur d'un jeune? C'est étudier, aller à l'école ou aller à l'apprentissage ou suivre un perfectionnement pour devenir quelqu'un, pour transmettre à son propre enfant ce qu'on a appris. Oui, le pays a besoin des jeunes. Oui, les jeunes, vous êtes le socle, vous êtes l'avenir, vous êtes la vie, vous êtes notre espoir. Donc la jeunesse doit s'impliquer dans la politique aussi pour que les politiques puissent comprendre que sans les jeunes, et que les jeunes les voient, et que sans les jeunes, rien ne marchera. Qui laisserait un vide incroyable sur cette terre-là, pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde. En tout cas, merci, bien dit. Merci, docteur Diko. Merci. Alors, merci aussi. Merci, madame. Vous allez rester. Voilà, deuxième partie de notre émission Télégrain, c'est 26 mars. Docteur Diko est parti. Les autres sont restés. Nana Ahmed nous a rejoint. Tseni. Alors, on va parler de stylisme, de mode et puis de musique. De musique. On pourra peut-être commencer avec Nana Ahmed. Je le disais tantôt, c'est très important de le rappeler, qui est beaucoup apprécié ici à TM2. Je pense que c'est un honneur pour nous aujourd'hui de l'avoir sur le plateau, pour nous parler, pourquoi pas, Amadou, de son genre musical, mais aussi de son actualité. C'est très important. On sait que ça n'a pas été facile. Elle a eu une enfance très difficile, mais malgré cela, elle est arrivée à tenir. Elle est arrivée à prendre sa destinée à main. Aujourd'hui, le résultat, il est on ne peut plus édifiant. Ce serait bien aujourd'hui qu'on nous en parle, Amadou Kodio. Alors,
Comme on le dit, sauf les Kenef, bienvenue, ça va? Oui, ça va très bien, madame. Ben, il veut tout savoir. Ah oui. Voilà. Pas ce qui est écrit, hein, ou pas ce qui s'est dit, mais comme tu es sur le plateau. Qui est Nana? Comment tu es arrivé à la musique? Le processus jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Très bien, ça m'a fait plaisir. Tu dis pas Je bonjour à m'appelle- Tanti d'abord? Bonjour à Tanti Marie. Parce qu'on Déjà, parle pas pour de- commencer. Mais oui, on parlait de l'éducation en plus. tout à l'heure. Voilà, ouais. Ah, tu as vu? Non, on s'était déjà vu dans les loges. Oui, on s'est toujours dans les loges, Bonjour, ouais. bonjour. Mais quand même. Alors, c'est moi, Nana Kouyaté, la fille de Feu Fodé, artiste, chanteur, musicien, malien, et la fille de Feu Djaminatou Kouyaté. Bon, à la base, je suis griotte. Dans notre, de notre caste, on est griot, on est chanteur, parolier griot, et voilà quoi. D'accord. Mais le déclic avec la musique, parce on peut naître d'une famille de griots Oui. et ne pas avoir le talent Et ne que vous pas le avez faire. aujourd'hui. Alors, Oui. le déclic est parti d'où? C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ok. Je suis une passionnée de la musique en fait. Surtout de la musique moderne, africaine. Je suis une passionnée de la musique. Et j'écoute tout le monde. Il va sans dire que vous avez beaucoup appris aussi de Salif Keita. Il n'y a pas que lui. Mes premiers pas ont commencé avec lui, justement, raison pour laquelle on me rappelle de ça à chaque fois. J'ai eu à travailler avec lui pour une première fois en studio, c'était à Paris en 2009. Après lui, j'ai eu à travailler avec Sekouba Bambino, Amadou Sodia, Kandia Kouyaté. Il y en a beaucoup. Donc c'est Papa Wemba. la somme de ces expériences qui donnent le Voilà. résultat qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, votre actualité. Je vais vous emmerder parce que j'ai demandé à Koyo de vous faire venir. D'accord. Parce que Tcham nous a tellement emmerdé ici avec votre musique que D'accord. finalement on s'est dit il faut qu'on vous ait sur le plateau. Ok. Alors, comment se passe aujourd'hui votre carrière? Ça se passe très bien, visiblement. Et en ce moment, je suis à Bamako pour la promotion de mon nouvel album qui va sortir d'ici peu, qui est prévu pour le mois de mai, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Je suis là pour ça et en même temps, je tourne avec d'autres groupes de temps à autre, si j'ai rien à faire. Marietou, vous suivez un peu sa carrière musicale? Malheureusement non, mais j'ai eu la chance de la rencontrer dans les loges à Évry. Ok. Quand Salif est venu jouer Tout pour à fait. Évry, j'étais avec mon ami et frère Cheikh Tidiane Seck. J'ai tenu à aller saluer Salif que j'aime beaucoup. Mais j'étais subjuguée par son père Fodé, dont la musique encore ouvre mes défilés. Quand je défile à Paris, qui parle du Mali, qui parle de belles choses du Mali avec un amour tellement profond et qui chaque fois qu'il me voyait en public venait ne me connaissant même pas parce que je suis pas dans ce milieu du tout. On n'a jamais chanté mon nom, je crois que ça ne se fera même pas. ATT Junior va le faire Parce aujourd'hui. que Bakilui. Alors là, c'est bien. Il n'aime pas entendre ça. Hein. Oui, mais j'ai pas d'argent, donc. ATT Junior va le faire Voilà. aujourd'hui. Donc, franchement, c'est parce que Wari Tembolo. Donc, je fais mon métier avec passion. J'adore la musique. J'écoute la musique depuis le Rai Band, depuis que j'allais au buffet hôtel de la gare écouter Mori Kanté, Salif. J'étais toute petite, ma mère me faisait accompagner par mes frères, mais ses frères à elle. Donc, j'ai connu sa mère aussi, Djaminatou, qui est une femme formidable, paix à leur âme à tous les deux. Et ce sont des gens qui ne meurent pas. Voilà la preuve. Notre fille est là et je la félicite. Je l'encourage. Moi, j'ai un projet de développement culturel qui s'appelle MADI, Mode Art et Développement International. C'est vrai que j'ai fait un gros brainstorming pour trouver ce mot-là pour que ça sonne mon fils, MADI, paix à son âme. Et Mode Art et Développement International manage tous les arts et les artisans. Et comédie, musique, mode, arts martiaux, peinture, sculpture, management d'artistes musicaux. Vraiment, y a. c'est un package Et tout y a. à l'international. Voilà. Donc, merci ma fille et bon vent. Beaucoup de succès. Je vous en prie. Et vous pouvez compter sur moi. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... vous venez de parler de Madi.
Et Madi qui manage, qui fait la musique, la mode. Mais avant, parce que je sais que maintenant vous vous occupez un peu de la carrière de Kandia Kouyaté, avec son comeback, son dernier clip. On va toujours parler de mode et de stylisme. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est ce que vous faites de mieux en Europe. Et les tissus borolans. Alors, on va pas parler de ce qui s'est passé. Et quel avenir, quel projet vous avez pour ces tissus-là? Écoutez, le bogolan est une technique artisanale qui se fait sur beaucoup de genres de tissus en coton. On le fait même sur des tissus qui ont un certain pourcentage de polyester, mais ça reste quand même très naturel quand c'est fait au Mali chez nous. Mais quand c'est fait en Occident ou en Afrique du Sud, c'est d'inspiration africaine, malienne notamment. Les autres pays d'Afrique font du bogolan parce qu'ils ont appris la technique chez nous. Donc le bogolan n'est plus simplement malien, mais il est africain. Mais l'inspiration africaine, c'est l'industrialisation qui s'y est déclinée sur des bijoux, comme celui-là qui n'est pas fait au Mali et qui a été fait je ne sais où, mais que j'ai découvert à rue du Temple à Paris. On se fait même arnaquer ici par nos propres artisans maliens qui disent ça a été fait à Mopti, ça a été fait, alors que c'est à la rue du Temple à Paris. Donc l'inspiration, la Chine. Voilà. L'inspiration africaine, c'est des bijoux d'inspiration africaine en bogolan. Mais il y a le vrai bogolan que je porte, qui est fait sur du tissu beaucoup plus léger. Et il y a le coton filé et tissé à la main que je sais faire parce que ma grand-mère m'a appris à filer et tisser du coton. Oui, je sais paratali, chieli, mbesa bella parce que ma grand-mère m'a appris, elle avait des tisserands qui tissaient. Donc voilà, le bogolan, l'avenir que le bogolan a aujourd'hui, c'est qu'on puisse magnifier l'existant. Parce que le problème du Mali, c'est que même l'existant n'a pas été mis suffisamment en valeur. Quand nous sortons de chez nous, on part à l'étranger, on aime le bogolan, on porte le bogolan. Moi, je vis des 5 étoffes du Mali, dont le bogolan. Mais malheureusement, en Afrique et au Mali, ça fait gaou, quoi. Mais moi, je préfère rester gaou. Je préfère mettre mon bogolan. Oui, ce qui est intéressant, je le décline. C'est vrai que tu fais ça, tu es en Europe, mais... Pratiquement, je pense que les tissus, la teinture, tout est fait au Mali. Mais moi, tout est fait ça ici. crée de l'emploi. Mais oui, évidemment. Non seulement ça crée de l'emploi, ça aide parce qu'il y a une chaîne de métiers de la mode, de métiers de l'artisanat. C'est une chaîne du fabricant, de celui qui fait le tissu, de la comatex. Ça, c'est les crétones et les popelines de la comatex. Donc, ça vient de l'usine à la base. Et après, c'est travaillé à la main. Mais il y a des vendeurs, il y a les fabricants, il y a les revendeurs. Il y a en fait des intermédiaires dans la vente. Jusqu'à nous qui transformions l'étoffe et qui en faisons des tenues. Moi, je porte un simple pagne. Hein. C'est le pagne traditionnel normal que je porte même en Europe, aux États-Unis, partout où je vais. Je mets mon pagne, je mets un bustier européen et je mets mon écharpe et ça passe très bien partout. Donc, il faut que nous nous réapproprions le port de nos vêtements, que nous puissions demander aux créateurs de mode, que nous ayons ce sursaut citoyen, ce protectionnisme de notre économie, de notre artisanat, du développement et de la promotion de notre artisanat pour porter nos bogolans et exiger que les créateurs de mode soient non seulement bons dans le design, mais dans la confection. Parce que les normes internationales de couture font la différence. Les gens, il y a beaucoup de tailleurs. Les métiers de la mode maintenant, tout le monde est styliste, tout le monde est créateur de mode. Le petit tailleur du coin qui vient de la Côte d'Ivoire, et ça aussi c'est un gros problème, quand les gens viennent du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, on dit qu'ils cousent mieux que les Maliens, mais ils viennent apprendre chez nous. Parce que chez eux, ils n'ont pas réussi. Ils viennent apprendre chez nous, il faut le dire. Donc franchement, je pense que les métiers de la mode doivent être protégés. Le protectionnisme, c'est partout, même en Occident. Aux États-Unis, vous verrez des pancartes. Consommer américain, consommer ce qui est fabriqué aux États-Unis. En France, c'est pareil. En Suisse, c'est pareil. Et le Malien a perdu le réflexe de protéger son patrimoine culturel. Voilà. Alors, ça veut dire quelque part que, et toi et moi, Et Nana. et Nana aussi, on a bien compris le voilà, message. on a compris. Bien, non, mais il n'y a pas que le vêtement. Il y a aussi les accessoires de mode. Regardez mes boucles d'oreilles. Ça, je les fabrique. Je les déclinées.
je fais en or, en argent, je les décline. Il y a les bijoux, il suffit de porter quelque chose d'africain, on est libre. La liberté, j'y tiens. Moi-même, je suis libre, je porte chez tout le monde, mais je tiens à ce qu'il y ait quelque chose de malien en plus. Parce que on ne peut pas développer son économie, on ne peut pas dire qu'on est vraiment patriote et oublier sa culture et oublier le développement de son pays. Ça n'a pas de sens. Et le développement n'est pas que dans les mots, c'est dans les actes. Kandia qui est de retour, tu t'occupes maintenant un peu de sa carrière. C'était le Massa. Après, vous avez détourné. Parle-nous un peu de ce comeback là rapidement et puis des projets avec Kandia. Écoutez, Kandia, le comeback de Kandia, j'ai dû vraiment pousser parce que Kandia avait déjà enregistré depuis 2011. Et malheureusement, son producteur, Silla, paix à son âme, est décédé. Et j'ai demandé à l'héritière qui s'est intéressée au travail de son père, qu'il faut nécessairement que le CD soit là. Donc, avec beaucoup de peine, on a réussi à sortir le CD. Moi, j'étais aux États-Unis, donc Kandia a été très courageuse encore une fois. Elle a accepté tous les aléas, elle a même réalisé un clip. Et donc, l'album est arrivé un jour très douloureux. C'était sur Londres et Paris, c'était le 13 novembre à Paris où il y a eu les attentats du Bataclan, paix à l'âme des défunts. Donc ça a pris un peu de temps. Et on a commencé à signer des contrats. Donc quand il y a une vingtaine de concerts, dont 10 vraiment signés, nous avons eu le Massa. C'était sa toute première sortie qu'on a offert au Massa. On a eu à faire une très belle prestation. Moi, en fait, c'est la mode, comme tu l'as dit, Kodjo, c'est la mode qui soutient tout ça. C'est justement pour faire briller ma mode que je me suis mise dans le management je manageais déjà des artisans pendant tous les corps de métier, pendant les foires, salons et expositions. Mais manager la musique, c'est par Kandia, c'est par amour pour Kandia. Parce que cette dame-là m'a enrichi. Je faisais tous ces vêtements. On s'est soutenus mutuellement dans le bonheur et dans le malheur. Nous avons eu tous les deux de grands malheurs. Elle, c'est réversible. Moi, c'est irréversible. C'est le décès de mon fils. Et elle, c'est réversible parce qu'elle est là. Elle est là, il faut la soutenir et la magnifier. Et donc, au Massa, on a eu un succès fou. Et là, maintenant, nous sommes en train de préparer notre départ sur Ouaga pour hommage à Sotigui Kouyaté. On n'a pas encore signé, mais on a donné notre accord. Et nous avons le festival à Bruxelles qui va se passer à partir du 12 au 16 mai. À partir du 14 mai, on est à Bruxelles et nous avons 20 concerts, dont 10 fermement signés à partir de juillet-août. Et après ça, nous aurons les États-Unis et une tournée africaine et la dédicace que nous sommes en train de préparer sur Bamako. En tout cas, bravo, il le faut. Alors, ATT Junior nous a rejoint. Ouais. Ouais, moi je suis libre. Tu le connaissais déjà? Oui, tout à l'heure j'ai écouté la tante qui disait qu'elle n'a jamais eu cette chance à Fassa Kada. Aïe, aïe. Non, je plaisante. Mais elle a dit qu'elle ne donne pas l'argent. Hein. Voilà, bon, c'est pour cela que j'ai coupé sur la route. Mais finindi. Ah, là, alors quand elle t'habille, ça c'est déjà bon. Ça c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Une question pour elle? Oui, tout le temps je danse ton clip ici pendant l'émission. C'est vrai? Oui, demande aux autres, demande à Cham, demande à Scotty. Quand on met le clip, c'est moi qui suis là tout le temps danser. Donc franchement, je suis un autographe quoi, après l'émission. Oui, pourquoi pas. Très ému aussi. C'est une chance pour moi. Alors pour parler un peu plus sérieux, on parlait de Kandia tout à l'heure. Oui. C'est la génération, c'est les années qui vous séparent. Oui. Et qu'est-ce qu'une artiste comme toi, une jeune artiste, peut s'inspirer de Kandia? Qu'est-ce que tu peux prendre de Kandia? J'en prends déjà de Kandia. Il n'y a pas que moi. Nous sommes des multiples, des milliers même, je dirais. Pour toi, cette dame, qu'est-ce qui fait sa force? C'est une légende, c'est tout. Kandia, c'est une légende. C'est une bibliothèque, quoi. D'accord. Kandia, c'est autre chose. Kandia, c'est une autre dimension. Kandia, c'est l'amour du métier, c'est l'honneur, la dignité. En fait, je le dis parce qu'on a une jeune génération de chanteuses au Mali qui souvent cherchent loin. Parce que moi, je dis aujourd'hui, le Mali, c'est un pays où le patrimoine culturel malien a déjà des chansons standards. C'est comme un grenier.
je pense que c'est à chacun de prendre un panier et de modifier, rajouter. Non, il s'éloigne, tout le monde s'éloigne. Voilà, les gens ne le font pas. Du beau, du profond. Voilà, au lieu de chercher trop loin, oui. parce que j'ai eu à le dire ici, il y a 5 ans, j'ai rencontré Youssou à Paris. Il m'a dit, mon inspiration musicale, c'est le Mali. J'ai puisé ça du Mali. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Et alors qu'aujourd'hui, on voit, et d'ailleurs, ça sera l'objet d'une émission, la jeune génération de cantatrices maliennes qui sont tombées dans des excès où on se bat pour rien au lieu de travailler pour avancer. Qui s'égarent. Voilà. On laisse carrément la route. Donc c'était un peu ça en fait. Les personnes comme Kandia, comme celle qui est décédée il n'y a pas longtemps, Bako Dagnon, c'est des écoles. Et le répertoire musical malien regorge de grandes chansons. Moi aujourd'hui j'aurais voulu entendre des jeunes qui reprennent, même ceux qui font le rap, des chansons comme Tara, Douga, qu'on peut adapter à toutes les sauces. Et les textes sont forts. Non, mais malheureusement, Kodjo, on assiste à un phénomène où chacun se prend pour une star, chacun se prend pour une vedette. Dès qu'on chante, on est à la télé avec Kodjo, on devient une vedette et on oublie d'où on vient. Tu sais comment je les appelle? C'est des stars Kleenex. Les Kandias sont là. Nous, on a commencé le métier. Les Kandias étaient déjà au sommet. Bien sûr. Mais jusque-là, elles sont là. Elles sont respectées. Malgré la maladie. C'est le travail, je pense. Le travail continue. Le grain est toujours là. Et pour la comédie, excusez-moi, moi j'ai un projet, le projet Madi soutient les comédiens. Habib Dambélé Gimba est un ami personnel. J'étais à ses journées culturelles, je lui dis bonjour, il lui en rend hommage. C'est mon prince, Habib Dambélé. Et la comédie fait partie aussi de mon projet Madi. Et sérieux, en étant sérieux, sans être sérieux, être sérieux, c'est ça la comédie. Donc, franchement, j'ai beaucoup de respect pour le métier et j'ai beaucoup de respect pour ATT Junior. Et je serai là si vous avez besoin de moi. Le seul lieu là maintenant, ça m'a fait plaisir. J'aime bien. Et la chemise, elle est promise. Je peux même le faire en français. C'est pas un contrat. Chevalier, tu vois. Non, même en anglais aussi. Hein. Mais après, plus tard. Alors, maman, on va finir par toi. Tu es là depuis un bout de temps. Oui, qu'est-ce que tu fais de bien? Parce que quand même, après 10 ans, on rentre au pays, c'est que tu es allé de Bamako très tôt. Tu avais 16 ans, je pense. Oui, 17 ans. 17 ans. Ouais. Voilà, ça n'a pas été facile, mais c'est ça aussi la vie. Parce qu'on le disait tout à l'heure. Parce que c'est les étapes. C'est vrai que comme on dit, la souffrance nous sert de leçon, c'est des expériences. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on va dire. Mais bon, écoute, sans assistance, tu es arrivé à là où tu voulais. Donc, pas vraiment. Oui, non, on n'est jamais satisfait de sa vie, mais c'est le travail. Alors aujourd'hui, ça va, parce que la musique passe. Beaucoup sont étonnés de voir que c'est la fille de Fodé qui chante, et qui sort un album, qui est dans une autre gamme, qui a compris, qui a professionnalisé un peu ce qu'elle fait, et pas les soumons classiques de tous les jeudis ou les dimanches. Parce que c'est bon, hein, ça, c'est notre culture, mais c'est pas artistiquement. Ça mène pas loin. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta présence au pays ici par rapport à l'album? Tu sais qu'il est déjà sorti en Europe. Oui. Ntuntadon, c'est ça l'album? Ntuntadon, oui. L'album, il sera très prochainement dans les bacs ici à Bamako, si Dieu le veut. Et je suis là pour la promo. En même temps, montrer aussi certaines capacités que j'ai, que beaucoup d'autres personnes ne savent pas. C'est-à-dire, c'est quoi la musique malienne en tant que telle? Le traditionnel. Parce que quand on dit tout de suite à la télé, Nana Monte, beaucoup ont tendance à comprendre, bon, c'est peut-être une jeune artiste. Elle n'est même pas malienne, peut-être. Elle n'est pas malienne. Le nom Mente. Elle est assez moderne. Voilà. Les gens me trouvent assez moderne et tout, pourtant pas. Je sais. Tu sais faire le sumo? Très bien, j'en fais. Tu as appris ça où? Parce que tu es parti il y a 17 ans quand même. J'ai appris ça avec ma mère. C'est avec ça d'abord que j'ai commencé. Ok, tu me surprends? Oui. En fait, aller en France, c'était une manière pour moi de m'exprimer dans la musique. Parce que je ne pouvais pas le pratiquer étant ici à Bamako, vu qu'on m'en empêchait. Mes parents, ils n'ont jamais souhaité à ce que je devienne une chanteuse, ni le grand frère à mon papa, qui est beaucoup musulman.
Et je suis pas trop... Bon, ne reviens pas Mariette, on va laisser cette affaire. C'est sensible ça, on va laisser ça. J'ai pas envie de rentrer dans son domaine. Bon, peut-être qu'il va me suivre. Et voilà. L'amour sera toujours là. Voilà. Alors, un peu de temps là, parce qu'il y a une dame qui m'a demandé, ça fait quoi, 2 mois, 3 mois, quand le clip arrivait. Il dit, les jours où tu rencontres Nana, tu te demandes comment elle fait son make-up, son maquillage. Oui. Bon, vous savez, quand chacun retient quelque chose. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est ton secret par rapport à ton make-up, ton maquillage? Parce que pour elle, ça t'a réussi. Bon, moi, je sais pas, je suis un homme, je sais pas comment ça s'est fait. D'accord. Bon, les maquillages, bon, ça dépend. Ça peut plaire à d'autres comme ça peut pas plaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mais je suis pas maquilleuse à la base. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les maquillages. Et j'essaye toujours d'apprendre. Et je me maquille aussi en fonction de ce que je mets. Alors, qu'est-ce qui est un maquillage réussi? Mais, écoutez, c'est le naturel qui est le plus réussi. Oui. C'est accorder, c'est les accords, c'est accorder le vêtement et le maquillage et ne pas tomber non plus dans le côté fade. Oui. Moi, je suis dans le Bogolan aujourd'hui, mais j'ai mis un peu de rouge, même beaucoup de rouge, parce que je ne veux pas tomber dans le côté où je deviens voilà, où c'est trop, voilà, où il n'y a pas de gaieté. Voilà. Donc le maquillage, c'est vraiment rendre gai, rendre souple, rendre agréable la personne et sans la surcharger. Et ça dépend. Il y a des jours où on peut être surchargé. Et le maquillage de nuit et de jour sont différents aussi. C'est pas pour toi, hein? C'est pour lui aussi. Oui, non. Moi, je crois que c'est naturel, c'est bien. Et surtout, un message, Kodjo, rapidement. Oui. Acheter son album, pas que dans les portables. Vraiment. Ça les arrange pas. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci, merci Maëtou, merci à Tété Junior. Kodjo. Et merci Nana. Merci les enfants. On va Merci finir mes avec enfants. Dianamo, c'est... Celui ou celle que j'aime. Oui, c'est acoustique. Oui, tout à fait. Qui t'accompagne? Gimba, c'est un jeune frère à moi. Gimba Kouyaté. Gimba Kouyaté, oui. Ouais, le fils à Mama Kouyaté et de Madamba. Ok. C'est le petit-fils à Djeli Baba. Il est Batroussé, tout comme moi, voilà. Il t'accompagne dans... Il m'accompagne dans tout l'album. Dans tout l'album, du début jusqu'à la fin. D'accord. En tout cas, ça a été aussi un plateau de rencontre. Et une chance aussi pour vous de rencontrer aussi les autres comme moi, tout le monde. Bon, moi, les autres, c'est pas... Bon, c'est pas une chance parce que nous vivons dans la même sphère. C'est des personnes que je connais depuis. Et moi, je vis culture. Non, mais c'est plaisanter. Moi, c'est juste plaisanter. Non, c'est une chance aussi pour t'explique. La chance, c'est toi. La chance, c'est toi. Peut-être tu pourras signer avec Madi. Hein, c'est toi. Tante, après, il faut que je prenne le numéro. Ah non, je te donne le numéro. Alors, on sait jamais. Et lui, on le zappe. Alors, on va terminer en beauté avec les clips Dianamo. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine sur Télégrain avec d'autres invités et d'autres sujets. Bye bye, ciao. Prenez soin de vous.